Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec aujourd'hui Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique et Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres aux éditions du CERF. Le point sur cette campagne qui se termine, qui s'achève ce soir à minuit. Nous voterons dimanche ou pas. Certains n'iront pas voter. En tout cas, on prévoit une abstention qui risque d'être importante. On va peut-être faire un tour de table tout de même avec ce qui a pu retenir votre attention dans cette actualité largement dominée par la campagne. Pascal Jalabert. Oui, donc l'abstention, c'est en effet une des questions de ce second tour, et notamment l'abstention, il faut être clair, des électeurs qui au premier tour ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Donc, mais Pascal, on va en parler, c'était votre coup de gueule que je voulais. Ah, mon coup de gueule. Alors mon coup de gueule, ça n'a rien à voir, c'est une actualité qui se déroule à Toulouse, d'ailleurs, encore, ça s'était déjà passé à Villeroze. Ce sont des squatteurs qui se sont installés dans la maison d'une personne âgée qui vient de décéder. Donc ils se sont installés, on ouvre les portes, ils ont viré tous les meubles parce que la déco leur plaisait pas, ils trouvaient que ça faisait vieillot, donc ils ont tout mis dans la rue et ils se sont installés, ils ont mis leurs meubles, etc. Bien évidemment, sans rien dire à personne. Donc les riverains se sont mobilisés et ont écrit à la préfecture, ont sollicité la justice et pour le moment rien ne bouge. Alors attention. Tout le monde a droit au logement, le logement est un droit, mais ça ne donne pas le droit de faire n'importe quoi et surtout de s'asseoir sur le droit de propriété. Donc, le coup de gueule... personne défunte. Oui, la personne défunte et des héritiers. Si je dis ça, c'est parce que vous ne parlez pas des héritiers. J'ai l'impression que les héritiers n'ont peut-être pas été assez présents. Non, je sais pas. Probablement les héritiers n'ont pas été présents. N'autorisent pas. Mais ce qui n'excuse pas quand même. Non, parce qu'on a quelqu'un de l'équipe ici dont la maman est décédée. Il a été obligé de faire murer la maison pour éviter le squat. C'était en région parisienne et on lui a conseillé de le faire pour éviter que la maison ne soit squattée. Ça va très vite. Il y a des difficultés. Mais c'est vrai que ça reste... Mais ça reste quand même, et c'est surtout l'inaction des pouvoirs publics là-dessus, double inaction. Première inaction de ne pas intervenir pour faire respecter le droit républicain à la propriété et la loi, et deuxième inaction, le logement reste quand même un problème dans ce pays. Pour certains, ça n'excuse pas de tels comportements. Il y a une dimension spirituelle quand même que je voudrais signaler effectivement dans ce qui est sur le plan juridique scandaleux, parce que lorsqu'une personne décède, la famille a besoin de faire le deuil, et le deuil peut passer par une période au cours de laquelle on ne vide pas, on ne fait pas encore le tri parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps. Nous avons encore cette humanité, c'est ce qui fait notre grosse différence, et c'est là où il faudrait effectivement que des mesures puissent être prises pour éviter, en tout cas limiter ce type de comportement, parce qu'avoir les effets personnels d'une personne décédée jetés ou bien dispatchés sans l'autorisation de ses héritiers, c'est psychologiquement, ça peut être très dur pour certains. Oui, Jean-Luc. Il faut changer la loi par rapport à cela. Vous n'avez qu'une ou deux journées tout au plus pour expulser les gens qui ont squatté. Après, ça prend un temps fou. Ça prend des mois et des mois. À ce niveau-là, effectivement, je ne reproche pas ça aux forces de police, je pense qu'elles sont débordées. Mais c'est à elles d'intervenir dans la première journée. Bien sûr. Mais c'est que la loi, effectivement, n'est pas suffisante. On va avancer rapidement. Jean-Claude, vous, c'est un coup de gueule, un coup de cœur, pardon. Coup de cœur et un petit coup d'espoir. Jacques Perrin, qui vient de décéder, c'était l'un des fleurons du cinéma français, qui a un homme engagé. Et c'est d'autant plus important que nous vivons une période à la fois de transition. On parle beaucoup d'écologie. Moi, j'ai en tête plusieurs des films qu'il a réalisés dans le secteur écologique, en fait, dans le domaine écologique, pour nous sensibiliser, pour montrer la beauté de la nature. Et c'est vrai que notre démarche politique peut passer aussi par le cinéma, et je pense que c'est un instrument que nous devrions utiliser avec beaucoup plus de ferveur. Vous voyez, on parle beaucoup de réseaux sociaux, mais pour sensibiliser, plutôt que d'accepter une société où tout est polarisé, où il y a les bons et les méchants, je pense qu'il y a des tas de moyens, dont le cinéma, pour pouvoir faire de la pédagogie, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir entraîner, pour pouvoir faire corps social, parce que c'est ça notre sujet aujourd'hui. On parlait de la laïcité tout à l'heure, mais la
question environnementale se pose aussi. Nous ne sommes pas tous d'accord. Et donc, effectivement, pour moi, c'était un grand acteur, réalisateur, producteur, avec une humanité, une grande humanité. Voilà. Une formidable voix, un formidable comédien. Noémie, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un petit coup de gueule ou un petit coup de cœur pour un papier, une enquête qui a été publiée. Bon, je sais qu'on va parler beaucoup de politique, donc là, justement, c'est un petit pas de côté par rapport à l'actualité urgente, on va dire, mais qui continue à exister. C'est une enquête qui a été publiée ce week-end, qui est publiée ce week-end dans le Figaro Magazine, qui s'appelle Disney, le wokisme à géométrie variable, qui est vraiment intéressante parce qu'elle explique la façon dont cette idéologie progresse dans les pays occidentaux. Bon, ça, on le sait plus ou moins. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste pointe et montre que cela ne fonctionne pas dans les marchés chinois et moyen-orientaux, qui sont jugés, eux, beaucoup trop conservateurs. Et donc, vous avez des choses qui se développent dans les pays occidentaux. Par exemple, il explique que depuis la réouverture post-Covid, la traditionnelle formule d'accueil bonsoir mesdames et messieurs, garçons et filles, revenus de tous les âges, rêveurs de tous les âges, et bien cette formule a été remplacée par bonsoir rêveurs de tous les âges. Ils ont enlevé filles et garçons dans cette formule qui ouvre le traditionnel feu d'artifice. Ça, c'est dans les pays occidentaux, mais par contre en Chine et dans les pays moyen-orientaux, c'est resté pareil parce que on comprend que certains expliquent que la firme ne veut pas prendre le risque de perdre 1 milliard de potentiels consommateurs. Et alors là, à l'inverse, vous avez des personnages qui sont rapetissés, vous avez même des films où il y a de l'homosexualité qui sont complètement des passages qui sont coupés. Et donc on voit que c'est incroyable à quel point cette guerre culturelle au nom du bien, et bien finalement elle a un prix, celui de l'argent. Et donc il ne s'agira pas de prendre des risques dans les pays qui ont bien intention de défendre leur tradition. Noémie, pardon, il y a bien sûr il y a la question d'argent, mais je pense qu'il faut que nous, occidentaux, nous cessions d'imaginer que le modèle de société que nous voulons doit être celui qui sera adopté par les Chinois, par les pays du monde arabe, par les pays africains, etc. Il faut véritablement qu'on arrête d'imaginer qu'on fait un modèle, quel qu'il soit, je ne porte pas de jugement de valeur sur le fond, on pourrait en rediscuter, mais qu'on fixe un modèle et que la terre entière devrait se joindre à nous. Vérité en deçà, erreur au-delà, je pense qu'il faut que nous conservions cela en tête. Allez, votre coup de gueule, Jean-Luc, qui va nous amener sur cette présidentielle. Oui. C'est un coup de gueule sur l'absence complète du changement, de débat sur le changement climatique. À chaque débat, la question a été posée en 4e ou en 5e. On y est passé 10 minutes, 12 minutes sur 2h30 de débat, notamment sur le dernier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Or, l'urgence est absolument totale, tout le monde le reconnaît aujourd'hui à 95%, les scientifiques, le GIEC et j'en passe. Et à ce niveau-là, c'est largement dramatique. On va avoir, et ce sera le cas en France, un été où on va manquer d'eau. Il va y avoir évidemment des passages où on devra mettre de côté le fait de pouvoir arroser son jardin. Donc tout cela va être prégnant. Et c'est totalement absent. Voilà. Il y a eu, c'est un des sujets importants, mais il y a beaucoup de sujets. On en a parlé hier aussi, on l'a évoqué, qui n'ont pas pris du tout dans cette campagne, qui n'ont pas été abordés par les candidats. Alors, parlons de cette campagne. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer un certain nombre de choses quand on parle de temps de parole, d'égalité des temps de parole, de ces débats? Encore une fois, on apprend ce matin qu'il y a eu moins de téléspectateurs. Alors certes, il y a les réseaux sociaux, les gens s'informent différemment, mais la courbe tout de même est intéressante. On voit, c'est le Figaro qui le raconte ce matin, on voit que ce débat a perdu un certain nombre de téléspectateurs. Pascal Jalabert? Oui, alors moi ça peut choquer, mais je vais citer quand même le modèle américain où il y a 3 débats, avec à chaque débat un thème précis. Qui oblige les candidats à aller jusqu'au bout de leur programme, de leur vision sur cette thématique. Donc, lors de la dernière élection, il y avait eu la politique intérieure qui relève de l'État central, il y avait eu l'international, il y avait eu les questions de société qui là-bas sont importantes. Mais en effet, plutôt que de voir ce long débat de 2h30, moi j'aurais peut-être préféré 3 débats
de 1 heure et quart, dont un, comme l'a dit Jean-Luc, sur le changement climatique. Voilà, un sur la fin du mois, un sur la fin du monde et un sur l'international. On aurait sans doute gagné en lisibilité, en dynamisme et en programme. Et en plus, ça permet aux journalistes qui animent ces débats de poser les questions et d'aller chercher les candidats dans leur retranchement, que ce soit le financement des programmes, que ce soit les conséquences de ce qu'ils annoncent et la vérification des informations qu'ils donnent. Là, on survole tous les sujets, on passe 10 minutes sur tous les sujets, on s'éternise sur les chômeurs de catégorie A, B, C, ça devient très technique. Donc ça perd de l'intérêt. Mais bon, à chaque fois je crois que c'est proposé et puis encore une fois comme le disait Arlette Chabot, on passe à autre chose et puis on se repose les mêmes questions tous les 5 ans, que ce soit sur le temps de parole, que ce soit sur les parrainages. Jean-Claude, puis après Jean-Luc. Vous avez raison de dire qu'aux États-Unis les choses sont sensiblement différentes, avec malgré tout un élément commun, c'est que parfois ces débats, on se dit c'est pas déterminant, mais si on les perd c'est dramatique, et en même temps ça fait pas gagner parce que les avis sont faits. Moi je crois que l'élément que je retrouve, en tout cas ce qui m'a frappé, c'est probablement à un moment donné il faut plus de vision, c'est-à-dire que les électeurs au fond s'intéressent moins aux détails, parce que les détails sont trop compliqués, même pour des gens érudits. Oui. En revanche, une élection présidentielle devrait être l'occasion d'exposer une vision et un avenir pour le pays. Moi, mais encore faut-il que ça se traduise lors des débats. Encore faut-il que ça, non seulement que ça se traduise, mais les débats soient organisés autour de grandes thématiques et que les candidats aient l'occasion ou la volonté, de s'exprimer en ce sens. Sur l'international, chacun peut donner sa vision de la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Absolument. Là, quand vous avez 10 minutes pour parler et d'Ukraine et d'Europe et du reste, on n'a pas parlé par exemple de la solidarité nécessaire avec les pays du Sud, ne serait-ce que sur la vaccination ou l'alimentation. Donc on a beaucoup de sujets qui sont passés complètement à la trappe. Oui, parce que lorsqu'on parle de par exemple, on a parlé de politique migratoire, mais derrière on ne nous a pas dit ce qu'on allait faire en termes de politique de développement. On ne nous a pas dit quelle pouvait être aujourd'hui la réalité, c'est que, et on le voit bien avec la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, on voit bien qu'il y a une perte d'influence de l'Occident. C'est quel futur, quelle communauté internationale entre guillemets, parce qu'il faut la chercher cette communauté internationale, et cela, ça n'était pas aux discussions. On y restait sur des discussions de logistique militaire ou autre, et qui ne nous fixent pas sur l'avenir. Jean-Luc Benamias. Oui. L'absence de débat au premier tour a été totalement préjudiciable par rapport à l'intérêt de cette présidentielle. On n'a pas eu ce débat global avec l'ensemble des formations politiques qui se présentaient. Et là, les thématiques auraient été sans doute un peu différentes. On a mis... la République française fait qu'on a 15 jours au second tour. Eh bien, excusez-moi, là, ces 15 jours, ils servaient strictement à rien. On aurait pu faire l'élection une semaine après. On sait, tout le monde l'a vu, le débat... J'ai regardé en entier cette fois-ci, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais je me suis vraiment forcé à rester jusqu'au bout. C'était pas passionnant. Globalement, c'était un débat sourd, voilà. Et donc, à ce niveau-là, ça ne pousse pas nos concitoyens à se dire, tiens, il y a de l'intérêt, il y a de l'importance, on va au fond des choses, comme vous venez de le dire, on ne va pas au fond des choses, on fait trop de sujets à la fois, même si ça a duré 3 heures, quand ça devait durer 2h30, ça a duré bien 3 heures. Oui, ça a duré près de 3 heures, et encore une fois, la question c'est est-ce que c'est un modèle aujourd'hui adapté à notre société. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300, qu'avez-vous pensé de cette campagne, est-ce que vous irez voter? 0826 300 300, à tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Pascal Jalabert, Jean-Luc Benamias, Jean-Claude Beaujour, Noémie Alioua. Cet entre-deux-tours de la campagne a-t-il été utile pour vous faire une opinion? Vous pouvez nous appeler pour nous le dire. Écoutez ce qu'en disait Marine Le Pen. Je note, comme d'ailleurs des dizaines de millions de Français, que la tonalité a brutalement changé entre le premier et le deuxième tour. C'était attendu.
Ah bon ? Donc il est absolument naturel que l'ensemble des médias, des institutions déclenchent la diabolisation après le premier tour. Si vous le dites, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que c'est pas une tradition très démocratique. Voilà, la réalité c'est que j'ai un projet, il est transparent, je l'ai présenté, je l'ai conçu avec les Français, je l'ai présenté à tout le monde depuis des mois et des mois. Et ce dont j'entends parler depuis 10 jours n'a rien à voir avec mon projet. Voilà, donc ça, c'est l'effet Zemmour. D'ailleurs, c'était drôle, enfin c'était plus ou moins drôle, mais Macron avait parlé de Zemmour comme étant son directeur de campagne quand il avait donné son fameux interview aux Parisiens. Et c'est vrai que Zemmour a fait office de paratonnerre. C'est très intéressant parce que tout au départ de cette campagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pensait qu'au contraire, et c'est ce que lui disait en tout cas, il pensait qu'il allait détruire Le Pen, qu'il allait réussir à s'accaparer son électorat, qu'il n'en resterait plus qu'un, mais que ce serait lui. Et finalement, il ne l'a pas du tout fragilisé, il l'a au contraire renforcé, et donc elle a clairement gagné par KO le combat sur le terrain des souverainistes. Donc il a fait office de paratonnerre à toute cette fascisation, cette nazification, etc. Et donc à partir du moment où il a été sorti du jeu, eh bien, écoutez, c'est reparti de plus belle. Oui, Jean-Claude. Oui, moi je pense que... Vous savez, quel que soit ce qu'on peut penser des débats, le vrai sujet sera la suite, parce que évidemment, il y a de fortes chances que les écarts sont tels que Emmanuel Macron soit réélu. Maintenant, là encore, nos concitoyens attendent vraiment des solutions en urgence sur les sujets qui ont été un peu évoqués. Vous avez parlé de la question énergétique, on a parlé du pouvoir d'achat, on n'a pas suffisamment parlé du logement en France. Je pense que ce sont tous ces sujets-là. Méfions-nous de ne faire trop de centralisme, pour ne pas dire de parisianisme, parce qu'effectivement on a l'actualité, etc., on commente, etc. Je pense qu'on oublie que le salaire médian en France est d'environ 1800 euros, que nous avons plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens qui sont voire très mal logés, et qu'on ne peut pas passer de gouvernement en gouvernement en disant qu'on va trouver quelque chose. Les gens continuent à être très mal logés. Donc oui, la fracture sociale, elle risque de nous éclater à la figure si, quel que soit le candidat... Et ça rejoint complètement le débat qu'on est en train d'avoir, parce que quelque part, cette France populaire, sociale en souffrance, une partie d'entre elles, en tout cas, a voté Le Pen. Et donc, à travers elle, à travers le visage de Marine Le Pen, c'est aussi à toutes ces classes populaires-là qu'on s'adresse. Et c'est pour ça que moi, ça me fait toujours mal quand on ne s'attaque pas à ses idées et quand on ne la prend pas comme étant quelqu'un en tout cas avec laquelle on peut débattre. Souvent on la fascise, on revient à ce qu'on disait, on la nazifie, on ne prend pas en compte le fait qu'elle porte une voix, qu'elle est arrivée au second tour de l'élection présidentielle et que je veux dire, les cartes électorales l'ont montré, les classes populaires votent massivement pour elle, et ne serait-ce que pour ce fait-là, il est très important de ne pas continuer à ne pas la considérer comme étant un adversaire, sinon respectable, en tout cas légitime. Un auditeur me dit pourquoi ne pas interdire définitivement le Rassemblement national et Marine Le Pen de se présenter aux élections. Si une fois passé le premier tour, on doit systématiquement leur faire barrage. Je ne vote pas Marine Le Pen, mais je constate que la démocratie et la Ve République sont à bout de souffle. Pascal. Oui, c'est le fameux dicton, au premier on choisit, au deuxième on élimine. Mais je crois que la question centrale n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui on a clairement un paysage politique qui est tripartite, à la fois idéologiquement, mais surtout, on a eu un vote de génération, un vote de classe et un vote de territoire qui se sont superposés. C'était moins un vote politique qu'un vote de classe où, en fonction de sa situation, on se reconnaissait dans tel ou tel candidat. Donc du coup, ce second tour de la campagne, comment les candidats l'ont appréhendé, Emmanuel Macron, il faut à tout prix qu'il aille chercher des électeurs qui ne l'aiment pas, très clairement, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, et il n'a qu'un moyen. C'est d'abord il a deux moyens, c'est d'aller à leur rencontre, ce qu'il fait. Il est allé en Seine-Saint-Denis, il est allé dans les Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, il va dans un territoire rural dans le Lot, parce que là c'est plutôt de la ruralité qui va bien. Il est à Figeac, il est à Figeac, qui va plutôt bien. Qui va parler économie et ruralité. Oui, une ville qui est touristique avec un super musée, le musée Champollion, une ville qui s'appuie sur un gros sous-traitant aéronautique, Figeac Aerospace, et donc ça va plutôt bien. Donc il
va plutôt montrer une réalité qui va bien et qui vote pour lui. Il y va une fois par an, mais on sait très bien que les cartes électorales, encore une fois, le montrent très clairement. Et Jérôme Sainte-Marie, mais il n'a pas l'électorat populaire. C'est l'incarnation de ce qu'attend le bloc élitaire. Il a été élu par des classes bourgeoises, aisées, des centres-villes qui s'en sortent bien. Les centres-villes ont aussi voté Mélenchon. Oui, bien sûr, mais ils ont voté très largement Macron. Mais c'est vrai qu'il a été élu par la France qui va bien. Voilà, la France des retraités qui vont bien. Donc il peut aller une fois par an en Seine-Saint-Denis, mais ça ne veut pas dire que c'est la France qui va bien, qui a voté Macron, par cet électorat. Tout simplement. Il a été acclamé par un certain nombre d'habitants. Il a été eu à un moment, mais il y avait une grande foule qui l'attendait. Olivier est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous, madame l'expert, et à vos invités. Moi, j'ai le débat d'entre deux tours. Et en fait, j'ai trouvé extrêmement agressif Macron, je trouve, parce qu'en fait, Madame Le Pen a essayé d'éviter les déboires de 2017. Elle est restée assez olympia en termes de calme, et Macron a sorti les boules puantes du type emprunt russe, par exemple. J'ai trouvé ça assez déplacé, parce qu'elle-même aurait pu sortir les macabées du placard, du type McKinsey, tout un ensemble de choses, que Macron est faible au niveau régalien. Moi, j'ai pas honte de le dire, Macron est un assassin. Je le dis clairement. Vous y allez un peu fort. Vous ne pouvez pas avoir ces mots. Un assassin, les mots ont un sens. Pourquoi un assassin? Allez-y. Je voterai tout sauf Macron dimanche. J'ai été au meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. Je vais vous dire pourquoi Macron est un assassin. Parce qu'il est un incapable au niveau régalien de protéger ses propres concitoyens. Romans-sur-Isère, je vous cite, Villeurbanne, Marseille, etc. Il a été incapable d'empêcher ces meurtres par des migrants, par exemple. Il s'en fout totalement que des Français soient assassinés. Il n'a même pas assisté consulairement des gens qui étaient en prison à l'extérieur. Par exemple, le PDG d'Alstom USA qui a passé pratiquement 2 ans en prison. Macron s'en c'était là. Vous connaissez cette formule de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est-à-dire que vous voulez porter une parole, mais malheureusement, c'est tellement caricatural ce que vous dites qu'on ne réussit pas à entendre le fond de votre propos. Vous ne pouvez pas dire assassin. Un assassin, c'est quelqu'un qui commet un meurtre. Qui commet un meurtre. Moi, monsieur, je pense qu'on peut avoir une opinion politique, mais les mots ont un sens. Vous dites que le président sortant, et ça serait vrai pour n'importe quel candidat sortant, n'a pas été capable de protéger tel ou tel. Vous imaginez un instant que c'est le président qui laisse faire, etc. Vous pensez franchement qu'un chef d'État, quel qu'il soit, que ce soit M. Mitterrand, Giscard d'Estaing, le général de Gaulle, et je vous rappelle que dans l'histoire, il y a toujours eu, malheureusement, des drames humains. Il y a toujours eu des drames humains. Je ne pense pas que le général de Gaulle fut un assassin, ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Mitterrand. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Et vous imaginez une seconde, puisque vous êtes allé au meeting d'Éric Zemmour, qu'il aurait été capable de prévenir ce type de drame. Mais vous rêvez. Ou alors il vous fait quoi? Prendre des vessies pour des lanternes. Vous imaginez une seconde ce type de choses? Monsieur, il faut arrêter. Non, les mots ont un sens, Olivier. Je suis désolé de vous le dire, vous ne pouvez pas traiter d'assassin le président de la République, le candidat ou qui que ce soit qui n'a pas commis un meurtre. Les mots ont un sens et vous ne pouvez pas dire cela. On sent tout de même, et le témoignage d'Olivier en est la preuve, une véritable haine du président de la République. Là, pour le coup, j'emploie un mot assez fort parce que c'est ce qui revient quand même dans les commentaires qu'on reçoit. Malgré tout, il reste très loin devant Marine Le Pen, enfin très loin, relativisons les choses, mais à 10 points d'écart. Mais on sent qu'il n'y a pas un enthousiasme, Jean-Luc Benamias. Il n'y a pas d'enthousiasme, mais malheureusement, notre pays sortira toujours aussi divisé après cette présidentielle. Et clairement, ce qu'on a vécu, des Gilets jaunes et autres manifestations, on va revivre ça, peut-être puissance 12. Parce que les réponses qui ont été apportées de mon point de vue, ce ne sont pas les bonnes réponses. Quand j'entends Emmanuel Macron, que je ne traite pas d'assassin, ne vous en faites pas. Non, mais on peut et on doit critiquer, on peut apporter une contradiction. Maintenant, pardon, ceux qui disent que je censure, non, je modère la parole et on a une... Non, mais c'est pas pour vous, c'est pour notre auditeur, on a une responsabilité même légale, on ne peut pas laisser dire des choses comme celle-là. Allez-y, Jean-Luc. Évidemment. Emmanuel Macron, hier...
en interview sur une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision, reprend le débat sur la retraite à 65 ans. Et il dit, je vais voir ça avec les syndicats. Mais il a déjà tout décidé. Il ne fait jamais de liaison réelle avec les corps intermédiaires. Et à ce niveau-là, ça joue un rôle énorme parce que les corps intermédiaires, de mon point de vue, sont des corps qui sont capables de faire compromis, du consensus et du compromis. Et si on ne passe pas par là, le pays sera toujours aussi divisé. Et on aura donc, je me répète, des conditions quasiment relativement ingérables dans un certain nombre de secteurs. Je pense évidemment aux secteurs sociaux, mais je pense aussi au secteur de la pauvreté. Parce que à ce niveau-là, s'il n'y a pas un vrai débat, des vrais compromis passés dans la société, eh bien, il y a division. Et cette division, elle est préjudiciable à l'avenir de la France. Oui, on ne pourra pas refaire société, puisque, on l'a dit, ça a été constaté, la société française est fracturée, pas seulement socialement, hein, c'est aussi fracture territoriale, fracture culturelle, fracture sociale, on peut les multiplier. Et en effet, s'il n'y a pas de relais de corps intermédiaires, alors que sont les partenaires sociaux, mais il y en a d'autres. Sur l'environnement, Jean-Luc le sait très bien, il y a des ONG qui ont fait un boulot remarquable. Sur le logement, il y a quand même un peu partout dans les territoires des spécialistes du logement social, des spécialistes de l'urbanisme qui ont aussi fait du travail. Et si, au bout d'un mois, sur l'hôpital, c'est pareil, si on ne met pas tout ce monde autour de la table pour essayer de dégager, non pas des consensus, parce que c'est impossible, mais au moins des compromis pour atteindre des objectifs, eh bien, on n'arrivera pas à réparer toutes ces fractures. Et en effet, le rejet du président est fort, que ce soit côté extrême droite ou côté d'une gauche plus radicalisée que ce qu'elle n'était, et il risque de se creuser s'il y a des décisions trop brutales, et la retraite à 65 ans peut incarner cette brutalité. Allez, petite pause de pub, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Et on débat, on commente l'actualité avec vous. Alors certains me disent que les médias sont responsables, que Macron risque de passer à cause des médias. Je rappelle que le vote est personnel, le vote est libre. Je vois pas, je sais pas, Noémie, vous voulez réagir. En fait, vous avez votre libre arbitre, on le voit, vous avez votre opinion, vous avez vos colères, vous avez vos... Donc vous allez dans votre bureau de vote et vous votez pour qui vous avez envie de voter. Je ne sais pas les consignes, et encore, il n'y a pas de consignes qui sont données. Vous avez tout à fait raison. Je pense au contraire que les gens sont libres, ils ne sont pas si influençables qu'on le dit, on surestime le pouvoir des médias. Moi, je pense vraiment que le téléspectateur ou l'auditeur est suffisamment intelligent pour lui-même avoir un esprit critique, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec ce qu'il entend, ce qu'il voit, se forger son propre avis, et lorsqu'il est dans l'isoloir, il choisit en son âme et conscience qui il veut mettre, quel nom il veut mettre dans l'urne. Je ne crois pas du tout que les médias influencent ou obligent qui que ce soit à voter pour qui que ce soit. Il y a eu un sondage très intéressant qui a étudié le vote en fonction des chaînes d'infos, qui regardait quoi et qui a voté quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens qui regardent CNews, dont qu'on a accusé de faire la promotion d'Éric Zemmour, peut-être à juste titre, n'ont pas voté massivement pour Éric Zemmour. D'autant que maintenant, les gens se renseignent beaucoup via les réseaux sociaux. Absolument. Et ils vont davantage chercher dans Jean-Luc. C'est valable aussi. J'ai regardé le même sondage, oui. Valérie, et c'était assez intéressant, même pareil pour Europe 1 par exemple. Absolument. C'était très différencié. En fait, les gens, ils pianotent sur les différents réseaux et sur les différentes télévisions ou radios, et puis ils ont leur propre avis. Voilà. Comme il y a des émissions différenciées sur toutes les chaînes, je ne regarde pas beaucoup CNews, vous le savez, mais quand même, je vois bien comment les gens se font leur propre avis par rapport à tout cela. Alors notre auditeur Xavier dit il y a quand même eu un matraquage anti-Le Pen depuis le premier tour, il faut le reconnaître, mais peut-être que ça a été si on le constate, ça a peut-être été contre-productif. Je sais que, par exemple, le L qui paraît aujourd'hui, qui publie une tribune d'artistes qui disent halte au Front National, au Rassemblement National. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que la question a été posée par l'IFOP pour le magazine Elle, qui est le plus féministe des deux, et c'est Marine Le Pen qui en ressort. Et c'est vrai que je vois un auditeur qui me dit que jamais les candidats ne connaîtront la vie en HLM avec 600 € par
par mois au milieu des racailles. C'est sûr que quand on voit Charlotte Gainsbourg et autres comédiennes venir donner des leçons, parce que c'est un peu ça sur les plateaux, ça peut être totalement contre-productif. Deux choses à votre remarque. Sur le plan historique, on oublie aussi que la presse a beaucoup évolué. Vous savez, il y a une période où le directeur de l'information avait son bureau sous celui du ministre de l'information. Donc, qu'on dise que tout est bouclé aux ordres, etc., là encore, c'est un excès qui oublie de regarder de l'histoire. Il y a eu les lois de 81, la loi de 81 sur la privatisation des radios. Il y a eu par la suite, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, la privatisation des chaînes de télévision. Donc il y a une forme de pluralité et les gens peuvent se faire un avis différencié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison, c'est des gens qui sont de très bons communicants. Je pense à Sarko qui disait, vous savez, je m'en fiche qu'on dise du mal de moi, mais même lorsqu'on dit du mal de moi, on parle de moi. Et donc on fait ma communication. Donc le fait qu'on parle lors de la campagne, vous voyez, par exemple, Monsieur Zemmour, dont on a surpris qu'il était avec une jeune femme, etc. L'a-t-on véritablement surpris? J'en sais rien. C'était une communication qu'on a considérée à un moment donné comme négative, mais on a parlé de lui et il a fait l'actualité. Et ça fait, donc il y a du bon et du pas bon. Même lorsqu'on tape sur vous, on parle de vous et ça fait aussi de la communication. Où on est obligé quand même de reconnaître une influence des médias, c'est par rapport aux sondages. C'est-à-dire que les médias commandent et relaient les sondages. Oui, bien sûr. Et on sait que les sondages... c'est pas les médias. Oui, mais d'accord. Mais s'ils sont pas relayés par les médias, je vous rappelle qu'en Italie, 15 jours avant, on arrête de relayer. Et on devrait faire la même chose en France. Les sondages. Donc, il y a quand même une influence des sondages sur le vote. Alors, en effet, au premier tour, c'est plutôt le vote utile, le vote efficace. Moi, je me souviens de 2002, record d'abstention, parce que les sondages annonçaient tellement le match Chirac-Jospin que beaucoup d'électeurs ont dit il fait beau, on a prévu le week-end, c'est des vacances, on n'y va pas. Donc voilà, il a quand même une forte influence là-dessus. Après, en effet, chacun se forge son idée après avoir lu les programmes. Non, mais vous êtes libre dans votre tête. Vous allez vous informer, vous regardez. Oui, Jean-Luc, et puis on aura Abdelak en ligne avec nous. On peut interdire les sondages en France, si vous voulez, pendant les 15 derniers jours. Ça n'empêchera pas que des sondages soient commandés en Suisse, en Belgique, et qu'ils paraissent en France de toute façon. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est très difficile. Ça ne change pas grand-chose. Absolument. Abdelak est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, la première chose, c'est moi, je suis français, fier de l'être, mais bon sang, mais j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à critiquer les journalistes. C'est un truc de dingue. On a la chance, les journalistes, c'est quand même leur métier, c'est d'être les messagers du peuple. Ils sont les témoins, que ce soit en zone de guerre ou en zone économique où il y a la paix. C'est les témoins de tout ce qui se passe. Sans eux, le peuple en serait mort. Heureusement qu'il y a les journalistes. Et il y a toujours cette espèce de connotation complotiste où les journalistes... non, il y a de l'information qui relaie, il y a des sondages, il y a autres, et puis ils travaillent autour de ça. Mais Dieu merci, heureusement qu'il y a les journalistes. Je déteste ce côté où on rend négatif ce chance qu'on a de les avoir, en plus à les diversifier de tous bords, on le sait à l'avance. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt dégueulasse et il faudrait que ça arrête un petit peu parce que c'est vraiment une chance pour que les gens le mesurent. La deuxième chose, c'est par rapport à la politique, par rapport au débat. Il faut vraiment être d'un très très bas niveau intellectuel pour ne pas savoir faire la différence entre quelqu'un qui reprend de l'extrême droite, voilà, et qui le cache même pas, même si elle diabolise et tout, et quelqu'un qui était quand même là pendant les Gilets jaunes, qui se les est farcis, qui s'est tapé le Covid pendant 2 ans avec un contexte économique que personne dans le monde n'avait vécu et connu, quelqu'un qui a subventionné les entreprises. Voilà, donc on peut dire qu'il est trop à droite, qu'il est trop à gauche, on peut dire tout ce qu'on veut, en tout cas, c'est un républicain, et qu'on soit de droite ou de gauche, dimanche, le vote, ça va être pour M. Macron, tout simplement, parce qu'il représente la beauté de ce qu'est la France. Voilà, on n'a pas besoin de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est pour, je dis pas d'autres pays, c'est pour personne. Mais en tout cas, c'est pas pour la beauté qu'est la France. Voilà, on mérite pas du tout l'extrême droite au pouvoir. Ça, c'est impossible. Vous y allez, vous allez voter Macron et vous y allez avec de la conviction, visiblement. Pleinement, voilà, je fais partie des 30% de Français voilà, qu'on considère plutôt dynamique et tout, donc on lui fait confiance, voilà, il n'y a pas le choix, voilà, des copains me disent qu'il doit faire plus de social. Bien sûr, j'y vais sans hésiter une seconde, mais vraiment, ma première motivation, j'aime tellement mon pays, que jamais, même si ça avait été quelqu'un de l'extrême gauche, jamais de la vie,
on doit laisser le seul demi-pourcentage à l'extrême droite. Ça, on est tellement représentatif dans le monde entier pour la beauté, l'amortisseur social qu'on a dans notre pays. C'est pas possible qu'on donne notre pays à l'extrême droite. Ça, c'est pas possible. Donc, mon vote, il est d'abord contre l'extrême droite. Et ensuite, écoutez, que quelqu'un de droite ou de gauche, mais il se trouve que c'est M. Macron qui l'a emporté au premier tour. Voilà. S'il n'y a même pas à se poser la question, quand on est républicain, qu'on aime vraiment la France, on se pose même pas un quart de seconde la question. Bon, écoutez, merci de votre témoignage. Et c'est un témoignage qui tranche avec ceux qu'on a pu avoir hier. Oui, c'est un témoignage qui correspond, on va dire, à l'électorat qui au premier tour a voté Emmanuel Macron, mais qui a voté socialiste, ils ne sont pas très nombreux, qui a voté Fabien Roussel aussi, qui a voté Yannick Jadot ou Valérie Pécresse, et qui, semble-t-il, va se reporter sur Emmanuel Macron. Parce que Marine Le Pen, ça reste l'extrême droite. Éric Zemmour a servi de paratonnerre, comme l'a dit au premier tour. Ouais. Mais les fondamentaux reviennent et le discours de Marine Le Pen n'a pas changé. Simplement, le discours que tient Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle n'a pas besoin de le tenir, puisque ça fait un demi-siècle que le parti est sur ces fondamentaux-là. Donc du coup, oui, il y a un candidat à l'extrême droite contre un candidat qui, même si on n'adhère pas, pour tous ceux qui se reconnaissent dans un esprit républicain, social-démocrate, démocrate chrétien, vont voter pour lui. Oui. Jean-Claude ? Oui, moi je pense que j'entends ce que dit notre auditeur. Le sujet est clairement posé. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, qui a été d'ailleurs une façon d'échapper à la question, parce qu'on disait le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite et d'extrême droite, etc. Le sujet qui nous importe, ce sont les valeurs qui sont portées au-delà des propositions qui sont faites. C'est est-ce que nous voulons faire société ensemble ou est-ce que nous allons montrer les autres du droit? C'est ça le vrai sujet. Et là-dessus, moi je ne trouve pas de réponse du côté de Marine Le Pen. Ce ne sont pas des réponses de réconciliation et de rassemblement, contrairement à ce qu'elle dit. Ce sont des... Vous voyez, par exemple, on parle de la préférence nationale pour les étudiants en matière de logement. Mais attendez, Valérie Expert, il faut savoir aussi une chose, c'est que nous, on veut de l'influence et on veut dire en même temps, on va pas très bien traiter les étudiants étrangers qui viennent chez nous. Mais il faut arrêter de se raconter l'histoire, parce que précisément, si nous voulons avoir de l'influence demain, ou retrouver cette influence, retrouver cette souveraineté, nous avons intérêt à attirer vers nous les étudiants, les gens de talent des pays étrangers qui viennent étudier, qui repartiront chez eux. C'est ça l'influence française. Et par exemple, c'est ce que font les Américains. Aujourd'hui, la moitié des étudiants américains sont des étudiants étrangers. Et les États-Unis ont, de ce point de vue, une sphère considérable pour pouvoir imposer leur politique en dehors de leurs frontières. Eh bien ça, par exemple, c'est concrètement, elle l'a dit hier, Marine Le Pen, c'est concrètement, je suis sidéré qu'on puisse dire ça. Mais est-ce qu'on n'est pas au-delà des programmes aujourd'hui? On est sur des questions de personnes aussi. C'est beaucoup ça. Mais l'étiquette. On est en train de parler d'une étiquette. L'extrême droite, c'est une étiquette. Et par exemple, Jean-Yves Camus, qui est l'historien Jean-Yves Camus, se questionne qu'est-ce que c'est que l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est quelqu'un qui veut renverser la République. Donc selon lui, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Et puis il y a aussi le discours très intéressant de Michel Onfray. Michel Onfray, en 2002, quand il a vu que Marine Le Pen était arrivée au second tour, il a créé l'université populaire. Parce qu'il s'est dit, il faut davantage éduquer les gens sur ce que c'est que le danger de l'extrême droite. Et aujourd'hui, il vous explique que les choses ont largement changé. Alors on est d'accord ou pas avec Michel Onfray est devenu d'extrême droite, c'est clair. Voilà, alors on va marquer une pause, on va poursuivre ce débat dans un instant. À tout de suite. Les débats jusqu'à midi, on parlait de Michel Onfray qui sera l'invité d'André Berkoff à 13h. Jean-Luc, c'est quasiment une insulte dans votre bouche quand vous dites André Berkoff et pas André Berkoff, pardon. Non, je ne vais pas parler d'André Berkoff. Lapsus intéressant. Michel Onfray d'extrême droite. Vous lancez ça comme un anathème. Non, je lance ça parce que c'est la triste réalité. Et comme il dit en même temps, puisque Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, je vote Marine Le Pen puisqu'elle n'est pas d'extrême droite. Moi, je pense que Marine Le Pen a un programme d'extrême droite. Vous l'avez dit, chacun autour de ce plateau a dit, évidemment, Éric Zemmour a beaucoup servi dans cette campagne pour que Marine Le Pen apparaisse extrêmement douce.
ce qui n'est pas faux dans la façon dont elle s'y est pris. Mais son programme est un programme d'isolement de la France, est un programme qui nous fait quitter par obligation l'Union européenne. Jean-Luc, je sais que vous savez très bien argumenter, vous savez opposer des arguments, vous avez des choses à dire. Pourquoi est-ce que vous lancez des anathèmes, parce que c'est un anathème, pourquoi est-ce que vous lancez des étiquettes alors même que vous pouvez opposer des arguments? Je veux dire, extrême droite, c'est une façon de fermer le débat, sauf que on peut continuer à dire extrême droite pendant des années, il n'empêche qu'elle arrive encore au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, et qu'elle porte la voix de beaucoup de classes populaires. Donc peut-être opposer des arguments de façon intelligente est une façon de combattre qui me semble plus juste que simplement de dire c'est d'extrême droite, on ne débat pas avec ces gens-là. Je pense que les Christophe Bourseillet, qui est aussi spécialiste de l'extrême droite, nous disait qu'il n'emploie pas ce qualificatif d'extrême droite pour Marine Le Pen. Vous savez très bien que c'est un anathème. Populiste, mais donc voilà, on a un peu dévié de notre. Mais, oui, vous voulez réagir? Alors, clairement, les intellectuels ont des responsabilités pour moi. Je ne considère pas que tout électeur et électrice de Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais quand on est intellectuel comme Michel Onfray, on a des responsabilités intellectuelle importante. Et on ne peut pas dériver, comme il l'a fait depuis 20 ans, entre l'anarchisme, car il était anarchiste, c'était un supporter d'Élysée Reclus, vous direz Élysée Reclus, intellectuel du 19e siècle, et arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas une insulte, il a qu'à assumer. Écoutez, un peu comme Alain Finkielkraut, ils vous diront que c'est pas eux qui ne sont plus de gauche, c'est la gauche qui n'est plus de gauche. Enfin, il en parlera, mais c'est vrai que la gauche a elle-même muté, si vous voulez. Donc, la gauche a aussi abandonné les questions sociales et les classes populaires votent plus vraiment à gauche. Donc, si vous voulez, il y a une recomposition du paysage politique. Et la gauche peut faire aussi son mea culpa sur certaines questions. Mélenchon, en Seine-Saint-Denis, a fait 49% en Seine-Saint-Denis. Oui, dans les banlieues. Les classes populaires voteraient plus à gauche. 49%. À Marseille, il a fait 37%. Et les classes populaires voteraient plus à gauche. Attendez, ça dépend évidemment des territoires, ça dépend des localités, mais quand même, arrêtons de penser que les classes populaires votent toujours à l'extrême droite. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué de dire les classes populaires. Il y a des tout petits villages où le Rassemblement national est arrivé en tête dans beaucoup d'endroits et sur des communes rurales. Donc c'est très difficile de départager ce vote. Je voudrais rajouter un propos, Jean-Luc. J'ai bien compris votre argument suivant lequel, quand vous dites un tel est d'extrême droite, vous visez un intellectuel d'un certain niveau qui a les codes, évidemment, en fonction de critères intellectuels. Moi, ce qui me gêne, c'est non pas tellement le fait que vous disiez il est d'extrême droite, c'est que finalement c'est un leitmotiv qui est repris un peu partout dans la société, qui fait que effectivement sur le terrain on ne peut plus débattre du fond. Les gens disent Marine Le Pen est d'extrême droite et donc ce seul fait-là vaudrait refus d'aller véritablement combattre ces idées, et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure en disant d'un côté on dit qu'il faut qu'il y ait, que la France retrouve, c'était son discours d'hier, que la France retrouve son influence, que la France retrouve sa grandeur, et de l'autre côté on dit les étudiants étrangers on va pas bien les traiter. Moi je préfère sur le plan purement pragmatique, et vous verrez bien, moi je parle bien sur le plan pragmatique, je préfère opposer cela parce que je sais que les électeurs de Marine Le Pen sont en mesure d'entendre ces oppositions, les contradictions de leur candidate, alors que si je leur dis simplement vous êtes d'extrême droite, je sais que je suis dans une sorte de Jean-Claude, je viens de dire l'inverse. Je viens de dire l'inverse. Je ne considère pas tous les électeurs. J'ai entendu cela, mais je disais, c'est quant à la conséquence, c'est parce que monsieur tout le monde qui entend ça, et vous avez raison de le dire, et je l'ai entendu, et vous avez raison. Sauf que monsieur tout le monde ne l'entend pas comme ça. Il y a quand même un raisonnement intellectuel. J'ai le sentiment que beaucoup de gens n'entendent pas. Voilà, c'est pour cela. Allez, on a un auditeur en ligne avec nous. On a Christian qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir. J'ai écouté donc les propos là, de vos deux derniers interlocuteurs, qui confirment un peu l'impression que j'ai, à savoir qu'il y a une tendance notable aujourd'hui à essayer d'influencer les électeurs
d'une position ou d'une autre. Hein. Je ne classe pas les positions. Par contre, il y a une question fondamentale qui n'est pas posée et depuis plusieurs jours, je vous écoute pour bien savoir, c'est la définition exacte de l'extrême droite. Oui, beaucoup de personnes en parlent, mais qu'est-ce que l'extrême droite exactement? Vous voyez, aujourd'hui, comment est-ce que vous allez juger un dirigeant d'une grande puissance qui actuellement est en train d'envahir un autre pays? Est-ce que ce monsieur, il est d'extrême droite? Comment il est? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un enthousiasme un peu trop débordant dans les commentaires qui sont faits, qui ont tendance à vouloir absolument influencer d'un côté et de l'autre? Et je ne sais pas, au regard du débat qu'il y a eu, on n'est pas convaincu ni par l'un ni par l'autre. On a des points d'éclaircissement. On a un débat qui s'est passé de façon un petit peu aléatoire. J'ai tendance à dire qu'il n'a pas été structuré, il n'a pas été organisé avec une définition de sujet à traiter. On a laissé les gens s'amuser un petit peu. On n'a pas d'informations sérieuses sur notre devenir, sur des points qui sont encore fondamentaux, des points de santé, des points d'équité financière entre les gens, des points de partage, des points d'adhésion justement à ces notions de partage. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu le trouble. Donc pas du tout d'informations sur l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite? Vos deux interlocuteurs qui sont intervenus tout à l'heure, dont un qui était particulièrement enthousiaste, je ne dis pas virulent, mais enthousiaste, nous parlait d'un des concurrents, disant que le concurrent était d'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire extrême droite? Expliquez un peu. Oui, non, mais encore une fois, Noémie l'évoquait. J'aime bien la définition du sociologue Mathieu Bock-Côté qui dit c'est une catégorie fantomatique. C'est-à-dire qu'on met un petit peu, chacun met un petit peu ce qu'il veut à l'intérieur. Moi, j'ai donné aussi la définition de Jean-Yves Camus. L'extrême droite, c'est quelqu'un qui veut renverser la République. On voit bien que Marine Le Pen, elle n'est pas vraiment dans ce registre-là. Et que je pense que stratégiquement, ceux qui veulent la combattre doivent plutôt opposer des arguments à ces mesures, à ces propositions. Plutôt que lancer des anathèmes. C'est pour ça que je dis que dans le cadre de l'élection présidentielle ou d'une campagne politique, je ne suis pas toujours favorable à rentrer dans ce type de débat. Je comprends que les philosophes, les professeurs, les intellectuels puissent rentrer dans ce débat, tout comme ils diront qu'est-ce que d'être d'extrême gauche, etc. Ça, je comprends complètement. Simplement, sur le débat qui nous occupe, je dis qu'il n'est pas tactiquement, de mon point de vue, intéressant d'aller sur ce domaine-là, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir débat. Et à partir de ce moment-là, ça nous donnera pas, ça ne nous permet pas de nous positionner de manière correcte. En revanche, oui, quand on dit qu'on veut défendre, par exemple, la politique migratoire passe par des sujets très précis. Qu'est-ce qu'on fait en termes de coopération? Qu'est-ce qu'on fait en termes de stabilité des États desquels viennent un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger? Qu'est-ce qu'on fait pour la lutte climatique? Parce qu'on sait qu'il y a les immigrés climatiques. Voilà, ce sont les sujets sur lesquels concrètement il faut poser des questions. Et la santé. Il ne suffit pas de dire on veut plus de. Vous savez, on peut élever un mur, ça ne changera rien du tout. Merci à vous, merci à tous les quatre. Pascal Jalabert a dû nous quitter en cours de route dans un instant. André Berkoff, il recevra Michel Onfray à 13h et posons-lui la question de savoir s'il est d'extrême droite. Merci à vous, très bon week-end. Allez voter quoi que vous votiez, allez-y. Après, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas de votre faute, votre vote compte et mobilisez-vous. Ne dites pas que ça ne sert à rien. Allez-y, quoi que vous votiez. Merci à vous et à lundi.